Salut à tous. Le cessez-le-feu est sous respirateur artificiel. Ce ne sont pas les mots d'un analyste ou d'un journaliste. Ce sont les mots du président des États-Unis, prononcés depuis la Maison-Blanche le lundi 11 mai 2026, 73 jours après le début d'une guerre qui a déjà tué des milliers de personnes, bloqué le quart de l'approvisionnement mondial en pétrole transporté par voie maritime et poussé l'économie mondiale au bord de quelque chose que la plupart des gouvernements ne sont toujours pas prêts à nommer à voix haute. Et en ce moment même, alors que tout cela se déroule, la négociation la plus dangereuse au monde échoue en temps réel. L'écart entre Washington et Téhéran ne se réduit pas, il s'élargit. Derrière le langage diplomatique, les messages transmis par canaux indirects et le cessez-le-feu que tout le monde sait à peine encore debout, un plan militaire est déjà posé sur un bureau au quartier général du CENTCOM, estampillé, répété et prêt à être exécuté sur l'ordre d'un seul homme. Dans le théâtre politique de Trump, même une crise nucléaire semble devoir produire de bonnes images. Il s'agit d'une vague de frappes courtes et puissantes contre les infrastructures iraniennes, conçues pour briser l'impasse par la force. Voilà où en est le monde. Ce qui se passera dans les prochains jours pourrait déterminer si cette guerre se termine à une table de négociation ou si elle entre dans une phase qui fera paraître tout ce qui s'est déjà produit comme un simple prologue. Pour comprendre comment les négociations se sont effondrées cette semaine, il faut partir d'une seule phrase. C'est la phrase qui a brisé chaque ronde de pourparlers depuis le 28 février. C'est la phrase que l'Iran ne veut pas abandonner et que Washington refuse d'accepter. L'Iran a le droit d'enrichir de l'uranium. Voilà, c'est le mur. D'un côté de ce mur se trouve tout ce qui pourrait ouvrir la voie à un accord, un cessez-le-feu, une levée du blocus, la réouverture du détroit et un retour à quelque chose qui ressemble à la normale. De l'autre côté se trouve la définition que la République islamique donne à sa propre souveraineté, la raison pour laquelle elle endure des décennies de sanctions et sa police d'assurance contre le sort de chaque dirigeant qui a désarmé avant d'être détruit. Pour comprendre pourquoi ce mur existe, l'histoire ne commence pas en 2026, ni même en 2018. Elle commence avec le calcul fondateur que l'Iran a fait après avoir vu 2 hommes mourir à la télévision. Saddam Hussein a éliminé ses programmes d'armement dans les années 1990. Il a été envahi en 2003, capturé dans un trou dans le sol, puis exécuté 3 ans plus tard. Muammar Kadhafi, en Libye, a invité les inspecteurs occidentaux en 2003, a tout abandonné, a été célébré aux Nations Unies, puis en 2011 a été retrouvé caché dans une canalisation et tué par une foule pendant que des avions de l'OTAN tournaient au-dessus de lui. Les dirigeants iraniens n'avaient pas besoin d'un manuel de sciences politiques pour tirer la conclusion. Les pays qui ont désarmé ont été détruits. Ceux qui ont conservé leurs armes ne l'ont pas été. Le programme nucléaire n'est pas seulement un moyen de dissuasion. C'est la différence entre un régime qui survit et un régime qui finit devant un tribunal de La Haye ou dans une tombe peu profonde. Tsenie spas de la paranoia. C'est une leçon inscrite dans la vie de 2 hommes qui ont fait confiance aux garanties occidentales et ont payé le prix ultime pour cette confiance. Puis, il y a eu 2018, le moment qui a scellé de façon permanente la mémoire institutionnelle de l'Iran sur cette question. En 2015, après des années de négociations éprouvantes, l'Iran a signé le plan d'action global commun, le JCPOA, avec les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. L'Iran a accepté des limites strictes sur l'enrichissement. Il a abandonné des centrifugeuses. Il a dilué ses stocks. Il a ouvert ses installations aux inspecteurs internationaux à un niveau d'accès sans précédent dans le contrôle moderne, des armements. Il a respecté chaque engagement. 3 ans plus tard, Donald Trump a déchiré l'accord unilatéralement. Aucun vote, aucun accord de remplacement, aucune compensation pour les engagements que l'Iran avait déjà pris. Simplement une signature annulée et des sanctions réimposées, pendant que l'Iran se retrouvait au milieu des décombres de l'accord qu'il avait respecté et du monde auquel il avait fait confiance. Apparemment, dans la doctrine pro-Trump, un accord n'est contraignant que jusqu'au moment où il devient gênant pour la prochaine formule de rassemblement.
Ainsi, quand Washington exige maintenant que l'Iran renonce définitivement à sa capacité d'enrichissement, démantèle définitivement ses installations nucléaires et transfère à l'étranger son uranium hautement enrichi sans aucune voie garantie pour le récupérer, la réponse de Téhéran n'est pas simplement un calcul stratégique, c'est une mémoire institutionnelle. L'Iran a déjà vécu cela une fois. Il s'est conformé. Les États-Unis sont partis. Et la position de Téhéran maintenant est qu'il ne recommencera jamais sans garantie de la part d'un pays qui a déjà prouvé qu'il pourrait ne pas les respecter. Après tout, la confiance est difficile à reconstruire quand elle a déjà été retirée d'un trait de plume et vendue comme une démonstration de force. Voilà le mur. Et cette semaine, les États-Unis l'ont percuté de plein fouet. Ce que la plupart des gens ne comprennent toujours pas, c'est à quel point les négociations étaient en réalité proches d'un accord. Les États-Unis et l'Iran se sont rapprochés davantage que ce que la plupart des reportages publics ont reconnu. Lors des pourparlers d'Islamabad qui sont effondrés après 21 heures de négociations, les négociateurs américains avaient proposé un moratoire de 20 ans sur l'enrichissement d'uranium iranien. Pas un démantèlement permanent, pas un enrichissement zéro pour toujours. Une pause de 20 ans après laquelle l'Iran pourrait reprendre l'enrichissement à de faibles niveaux de 67%. L'Iran a répondu avec 5 ans. La distance entre ces positions était de 15 ans. C'était l'écart, 15 ans séparait les deux parties d'un cadre autour duquel elles auraient théoriquement pu construire un accord. Et pourtant, les pourparlers se sont effondrés parce que Donald Trump a changé la trajectoire des négociations en une seule entrevue avec le New York Post. Sa position n'était pas formulée autour des mécanismes de vérification, des protocoles d'inspection, des niveaux d'enrichissement ou des quantités de stock d'uranium. Elle reposait sur l'image de l'accord. Il ne voulait pas que l'Iran ait l'impression d'avoir gagné. Et en jetant la proposition de 20 ans de ses propres négociateurs, Trump a clairement montré que la position américaine ne portait plus seulement sur la prévention d'une arme nucléaire. Elle portait sur l'enrichissement zéro de façon permanente. Aucun enrichissement, jamais, à aucun niveau, pour aucun usage. Les détails techniques comptaient moins que le tableau de pointage, parce que la performance a toujours besoin d'un perdant. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a répondu le même jour avec sa propre position immovable. L'Iran n'accepterait aucune limite à son enrichissement nucléaire. Point final. 2 lignes rouges, une trajectoire de collision. C'est ici que la situation a pris une tournure réellement alarmante. Dans les jours qui ont suivi cet échec, l'Iran a soumis une nouvelle contre-proposition, celle que Trump a décrite dimanche en 2 mots, totalement inacceptable. Pour un président qui parle couramment le langage des superlatifs, la diplomatie complexe a encore une fois été réduite à une critique de produit. La proposition iranienne rapportée par The Wall Street Journal offrait une approche par étapes. D'abord, une pause dans les combats actifs, puis 30 jours de négociations nucléaires. Pendant ces négociations, l'Iran diluerait une partie de son uranium hautement enrichi et transférerait le reste vers un pays tiers, probablement la Russie, qui avait déjà offert de jouer le rôle de dépositaire. Surtout, l'Iran exigeait une clause de garantie, une disposition juridiquement contraignante selon laquelle tout uranium transféré serait restitué si les États-Unis se retiraient de l'accord. Cette clause de garantie résume toute la négociation en miniature. L'Iran ne refuse pas de faire des concessions. L'Iran refuse de faire des concessions irréversibles à un pays qui s'est déjà retiré une fois d'un accord irréversible. L'exigence d'une garantie de retour n'est pas une position radicale. C'est la position d'un gouvernement qui a vu le JCPOA s'effondrer et qui en a conclu que la seule façon de dénucléariser est de disposer d'un filet de sécurité que l'autre partie juge politiquement inacceptable et non permanent. Trump, de son côté, a clairement indiqué que le seul résultat acceptable est un désarmement nucléaire permanent, vérifié et irréversible. Ce sont 2 positions qui sont chacune cohérentes en elles-mêmes, mais structurellement incompatibles. Entre elles se dressent plus de 2 mois de guerre, un détroit à peine ouvert, un blocus qui saigne les 2 camps et une économie mondiale qui ne peut plus absorber beaucoup plus de cela.
le slogan parle de pression maximale. La facture arrive sous forme d'instabilité maximale. Puis la température de la crise a changé d'une façon qu'il est impossible d'exagérer. Après avoir publié totalement inacceptable, Trump n'est pas simplement passé au canal diplomatique suivant. Il a convoqué une réunion avec ses plus hauts commandants militaires. Au même moment, de nouvelles sanctions contre l'Iran ont été annoncées et la confirmation qui circulait dans les milieux du renseignement depuis 2 semaines est devenue indéniable. Le CENTCOM a préparé un plan de frappe, pas une éventualité générale, pas une option théorique, mais un plan précis, détaillé et opérationnellement prêt pour une vague courte et puissante de frappe contre des cibles d'infrastructures iraniennes. Le président du comité des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, et le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, ont tous deux présenté ce plan à Trump. Le plan détaillait à quoi il ressemblerait, ce qu'il frapperait et ce qu'il coûterait. Les cibles, selon des sources proches du briefage, comprendraient des infrastructures iraniennes plutôt que des installations nucléaires spécifiquement. La logique de cette approche n'est pas la destruction. C'è la pression. Frapper l'Iran assez fort, assez vite, et avec assez de précision pour que le régime calcule qu'il a plus à perdre en continuant de résister qu'en revenant à la table avec davantage de souplesse sur la question nucléaire. C'est la théorie qui a animé chaque cycle de pression américaine sur l'Iran depuis 15 ans. La pression maximale produit des concessions maximales. Il existe une version de l'histoire qui appuie cette théorie. L'Iran est venu aux négociations du JCPOA en 2013 en partie à cause du poids cumulatif des sanctions qui avaient réellement dévasté son économie. Mais il existe aussi une version de l'histoire qui la contredit. La pression maximale après 2018, après le retrait de Trump du JCPOA, n'a pas produit d'accord. Elle a produit un Iran qui a cessé de respecter les exigences d'inspection, a commencé à enrichir de l'uranium à 60% de pureté, a accéléré son programme de centrifugeuses et a construit une infrastructure d'enrichissement beaucoup plus avancée que celle qui existait au moment de la signature du JCPOA. Quand la pression échoue, la réponse pro-Trump est souvent simple. L'appeler encore de la pression et monter le volume. La pression maximale appliquée à un gouvernement qui croit que sa survie dépend de sa capacité nucléaire n'a pas produit une capitulation, mais une accélération. Maintenant, la même doctrine est de nouveau proposée dans des conditions qui sont, dans presque tous les aspects, mesurables, plus extrêmes que tout ce qui a précédé. Ce que la plupart des gens ne comprennent toujours pas pleinement, c'est la réalité militaire de ce que l'Iran affirme au sujet de sa propre capacité. Le ministre iranien des Affaires étrangères a cité une évaluation de la CIA indiquant que l'inventaire de missiles de l'Iran atteint maintenant 120% de son niveau d'avant-guerre. Si ce chiffre est exact, ou même approximativement exact, cela signifie que malgré des semaines de frappes américaines et israéliennes visant la production de missiles et les infrastructures de lancement, l'Iran n'a pas été affaibli. Il s'est réapprovisionné par un réseau qui inclut la Russie, par des installations de production dispersées qui survivent aux frappes ciblées et par un système d'approvisionnement qui fonctionne sous sanction depuis des décennies et qui a intégré la résilience à chaque niveau. La présence militaire américaine dans la région atteint un niveau rarement vu depuis des années. 2 groupes aéronavals, l'USS George H.W. Bush et l'USS Abraham Lincoln, font respecter le blocus. Le groupe amphibie, prêt à l'emploi de l'USS Boxer, transportant environ 5000 marines et des avions F-35B, est en route vers le CENTCOM. L'USS George Washington vient de quitter son port d'attache japonais, ajoutant un 3e porte-avions au tableau. Plus de 20 navires de guerre américains participent activement aux opérations de blocus. C'est pas une force configurée pour la négociation. C'est une force configurée pour les options. Ces options sont sur le bureau de Trump en ce moment même, à côté d'un accord de cessez-le-feu qu'il a décrit comme étant sous respirateur artificiel. Rien ne dit mieux diplomatie délicate que de garder la bretelle de sortie à côté d'un menu de frappe aérienne. Pendant ce temps, la guerre de l'ombre que le cessez-le-feu était censé arrêter ne s'est jamais vraiment arrêtée. Le Koweït a intercepté des drones hostiles attribués à des factions irakiennes alignées sur l'Iran. Les Émirats arabes unis et Oman ont rapporté des interceptions de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones iraniens.
Des vedettes rapides iraniennes se sont heurtées à des destroyers de la marine américaine dans le détroit d'Ormuz, dans des échanges que les deux camps ont décrits de façon très différente. Le CENTCOM a nié l'affirmation iranienne selon laquelle un navire américain aurait été touché. Les médias d'État iraniens l'ont présenté comme une frappe confirmée. Deux versions de la réalité avancent maintenant en parallèle, les deux camps construisant chacun un dossier en faveur de l'escalade, tout en observant nominalement un cessez-le-feu. C'est l'architecture d'un conflit qu'aucun des deux camps n'a formellement repris, mais que les deux camps se préparent activement à reprendre. Sous tout cela se trouve la réalité humanitaire et économique qui empire chaque jour. L'Iran perd 500 millions de dollars par jour sous le double blocus. Son stockage pétrolier sur l'île de Kharg se remplit jusqu'à capacité. Des réductions de production ont commencé, non pas à cause de frappes militaires, mais parce qu'il y a littéralement nulle part où mettre le pétrole. Les citoyens iraniens font face à des pénuries alimentaires, à des pannes d'électricité et à une inflation qui a déjà détruit la majeure partie du pouvoir d'achat qu'ils avaient avant le 28 février. Le rial s'est effondré. Le régime qui promettait à son peuple résistance et dignité livre des files d'attente pour la nourriture et l'obscurité. Et pourtant, les durs de l'IRGC qui dirigent la politique militaire et sécuritaire réelle de l'Iran continuent de calculer que le temps joue en leur faveur. Ils parient que la patience politique américaine a des limites. Ils parient que la douleur économique mondiale causée par un détroit fermé finira par générer assez de pression en Europe, en Asie et aux États-Unis pour forcer Washington à revenir à la table selon les conditions iraniennes. Il parie que le souvenir de l'Afghanistan et de l'Irak fera hésiter les commandants militaires américains avant de s'engager dans une opération contre un pays beaucoup plus capable de riposter que l'un ou l'autre de ces théâtres. Le propre langage de Trump révèle où se situe sa réflexion. Il a dit directement à Axios que le blocus est un peu plus efficace que les bombardements et a utilisé la phrase « ils étouffent comme un cochon farci ». Cette phrase dit tout son état d'esprit actuel. Il croit que le siège économique fonctionne. Il croit que le temps joue en sa faveur. Il croit que l'Iran cédera sous la pression financière avant que le public américain ne perde patience face au prix élevé du pétrole. C'est le langage d'une politique livrée comme une provocation, parce qu'apparemment même une stratégie de blocus a besoin d'une insulte de campagne électorale, mais une autre partie de sa position ne doit pas être négligée. L'action militaire n'est pas présentée seulement comme une option si les négociations échouent. Elle est présentée comme une option si l'Iran ne cède toujours pas. C'est un type de langage bien précis. C'est pas diplomatique, c'est pas stratégique, c'est le langage d'un homme qui a défini le succès comme la rupture de l'autre camp, et qui a plan de frappe sur son bureau pour le moment où il décidera qu'il n'a pas cédé assez vite. Dans ce cadrage, la diplomatie n'est pas une recherche d'accord, c'est une salle d'attente pour la reddition. C'est ce qui rend le moment actuel si différent de toutes les confrontations précédentes entre les États-Unis et l'Iran. Dans chaque crise antérieure, l'échelle de l'escalade avait des barreaux visibles. Les deux camps pouvaient voir où ils se trouvaient, quelle était la prochaine étape et ce qu'il fallait pour reculer. La guerre des pétroliers de 1988, la destruction d'un drone en 2019, l'assassinat de Soleimani en 2020 et la riposte iranienne ont tous suivi ce modèle. Chaque fois, les deux camps ont reculé du bord du gouffre, parce que le gouffre était visible. Cette fois, le bord du gouffre s'est déplacé. Une guerre est déjà en cours. Un cessez-le-feu existe de nom, et il est violé quotidiennement dans les faits. Des installations nucléaires ont déjà été frappées par des avions américains et israéliens. Un guide suprême a déjà été tué. Un détroit qui contrôle le quart du pétrole mondial transporté par voie maritime est fermé depuis 10 semaines. 2 groupes aéronavals sont à portée de frappe du territoire iranien et un plan de frappe du CENTCOM attend une autorisation. Les barreaux de l'échelle de l'escalade ont déjà été gravis. La question maintenant est de savoir si ce qui reste au-dessus est une bretelle diplomatique de sortie ou un abîme. Le ministre iranien des Affaires étrangères a décrit un accord comme étant à quelques centimètres. Trump a décrit le cessez-le-feu comme étant sous respirateur artificiel. Ses commandants militaires lui ont présenté une option de frappe courte et puissante. De nouvelles sanctions ont été annoncées et la guerre de drones dans l'ombre s'est poursuivie toute la nuit.
à quelques centimètres ou sous respirateur artificiel. Les deux ne peuvent pas être vrais simultanément. Mais dans l'espace entre ces deux descriptions, entre le diplomate qui croit que les deux camps sont proches et le président qui déclare la proposition inacceptable, entre le plan de frappe qui attend sur un bureau et les négociateurs qui croient encore qu'un accord est possible, la question la plus lourde de conséquences dans les affaires mondiales est en train de se décider. La ligne de presse peut être simple, les conséquences ne le sont pas. Pas dans les conférences de presse, pas dans les publications sur Truth Social, pas dans les déclarations que les ministres des Affaires étrangères lisent devant les caméras, mais dans le calcul qui se fait en ce moment même, dans des salles sécurisées à Téhéran et à Washington, et dans les centres d'opération de porte-avions dont les appareils sont ravitaillés et dont les pilotes ont été briefés. Le cessez-le-feu est sous respirateur artificiel. Et quelque part, quelqu'un décide s'il faut débrancher la machine. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.